Bonjour, bienvenue pour la première édition des Rendez-vous 4114 sur le thème du développement durable et plus particulièrement de la stratégie carbone. Je me présente, Pascal Violot, directeur de la prescription Tecnal. Pour cette intervention, nous avons un invité, Monsieur Vianney Fulard, directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez Eiffage Construction, qui va nous présenter la démarche et la stratégie bas carbone du groupe Eiffage et l'impact bas carbone dans la construction. En seront suivis Marion Villard qui présentera la démarche Tecnal ainsi que les nouvelles solutions mises à disposition sur le marché par Tecnal. Et Cédric Johan, ingénieur projet à la prescription, qui vous apportera quelques précisions et données sur l'impact carbone des menuiseries aluminium. Donc, merci à vous. Pendant ce voyage, je vais vous demander de couper vos micros, d'éteindre vos caméras. Merci de poser vos questions par chat. Et pour information, cette présentation sera filmée. Donc, merci à Vianney de prendre la main pour sa présentation. Nous t'écoutons, Vianney. Ah oui, je n'avais pas ouvert mon micro. Bonjour à tous, merci pour votre présence dans cette matinée. Je vais tout de suite enclencher par la présentation de la stratégie carbone que nous avons adoptée dans le groupe Eiffage, comment elle se décline dans la branche construction. C'est un vrai axe stratégique qui a été utilisé, qui est développé dans le groupe Eiffage. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? C'est bon? Oui, on voit le... Pardon, ouais. je n'avais pas mis le son. Oui, on voit très bien. Oui, très bien. Donc, dans le groupe Eiffage, nous sommes persuadés du côté impératif de prendre le virage du bas carbone pour le domaine de la construction et même plus généralement dans le domaine de la société pour limiter les impacts du changement climatique. C'est un vrai axe stratégique pour nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail du groupe Eiffage, juste rappeler que le groupe Eiffage, c'est 4 branches. La branche construction, c'est-à-dire le bâtiment à laquelle j'appartiens. Et puis après, il y a la branche infrastructure, énergie système et concession. Mais moi, je vais bien parler de bâtiment en cette matinée. La vision stratégique du groupe, elle s'articule autour de 3 axes. Un axe innovation, un axe transition digitale et un axe transition écologique avec le bas carbone qui est un des 2 piliers de l'axe stratégique de la transition écologique. Donc, le virage du bas carbone est vraiment très important et le groupe met des moyens très importants pour le bas carbone. Le groupe Eiffage, alors c'est pas forcément connu, mais le groupe Eiffage est un ensemblier de la ville et des infrastructures, et même plus précisément un ensemblier bas carbone de la ville et des infrastructures durables. De par l'ensemble de nos métiers, de nos 8 métiers dans les 4 branches, nous intervenons sur une grosse partie de ce qui fait une ville et un quartier. Un constat qui date maintenant de 2017. Après la COP 21, qui date de 2015, pendant quelques temps, avec les effets de la crise, les émissions de CO2 avaient quelque peu stagné. Et 2017, elles sont bien reparties à la hausse sous l'effet du redémarrage économique
Et donc, elles vont à l'encontre de ce qu'elles devraient aller si on veut limiter les effets du changement climatique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'ensemble du secteur ne s'est pas encore mis en route pour limiter l'impact carbone de nos activités, hein. On entend souvent parler que le bâtiment représente 42%, mais c'est 42% des consommations d'énergie. Et en effet, en CO2, ce n'est, entre guillemets, plus que 19%, notamment grâce à une électricité largement décarbonée. Depuis 2015, il y a une dynamique institutionnelle qui est forte, avec la COP21 à Paris, qui a été un acte fort, l'Agenda 2030, les objectifs de l'Union européenne. Il y a des nouvelles réglementations techniques et des nouvelles labellisations qui sont soit en préparation, soit sont sorties, comme le label E+C-, le label BBCA, la RE 2020 qui est en cours d'écriture. Et il y a aussi des législations et des plans de progrès nationaux avec la SNBC, hein, la Stratégie nationale bas carbone, la feuille de route économie circulaire. On sent que tout l'écosystème, depuis quelque temps, va quand même dans le même sens. Et au sein du groupe Eiffage, nous voulons ne pas simplement être des suiveurs, mais nous voulons être des précurseurs pour être prêts à temps, d'autant que le bas carbone est urgemment recherché dans tout l'écosystème, que ce soit du côté des fournisseurs, du côté de nos clients privés, des collectivités territoriales, du côté des syndicats professionnels, du secteur de la finance. Le directeur administratif et financier du groupe répète que désormais les banques, lorsqu'il est en contact avec eux pour la solidité financière, pour le refinancement, elles ont deux questions en tête en ce qui nous concerne. C'est un, l'accidentologie, les taux de fréquence, taux de gravité, et deux, c'est notre stratégie bas carbone pour préparer notre résilience à l'impact du changement climatique. Toutes les données économiques pour un groupe comme Eiffage, elles considèrent que c'est acquis, que ça doit être maîtrisé, qu'il n'y a pas de souci, mais elles posent la question de notre résilience au changement climatique, de notre stratégie bas carbone. Et on a par exemple pu refinancer une ligne de crédit de 2 milliards qui est dédiée exclusivement à des projets bas carbone, et qui pourra être ouverte que sur des projets bas carbone. L'engagement au sein du groupe est ancien et systémique. Ce n'est pas simplement ponctuel, hein. Ça remonte à 2007 avec le laboratoire Phosphore et l'autoroute A65, qui était la première autoroute Grenelle-compatible. Ça s'est prolongé avec toutes les actions qui ont été menées sur la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, où nous avons remporté le projet en mettant en œuvre un fonds d'arbitrage carbone de 6 millions d'euros qui permettait de financer le surcoût de variantes bas carbone, indépendamment des arbitrages financiers traditionnels. Elle se décline aussi sur deux écoquartiers comme Smartseille et l'écoquartier de Châtenay-Malabry sur le site de l'ancienne école centrale qui s'appelle La Vallée. Nous avons décidé aussi, en termes d'impact carbone, d'adopter une stratégie à 360 degrés. Nous sommes parmi les premiers. Pourquoi une stratégie à 360 degrés? Ça veut dire que nous regardons à la fois comment réduire notre empreinte carbone interne, hein, ce qu'on appelle vulgairement le gris, et comment éviter les émissions carbone par une offre à impact carbone réduit ou une offre bas carbone. Nous voulons être acteurs de l'économie bas carbone et non seulement être exemplaires sur nos propres émissions. Beaucoup communiquent sur la réduction de leur empreinte carbone interne. Dans le domaine du bâtiment, c'est insuffisant. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre par l'intermédiaire de ce graphique. Nous avons estimé l'empreinte carbone de la branche construction du groupe Eiffage en 2019, donc scope 1, 2 et 3 pour
les connaisseurs. Scope 1-2, c'est l'empreinte interne, directe et indirecte. Scope 3, c'est l'empreinte externe. Donc, les 3 premiers items, hein, la flotte véhicule, les installations de chantier et nos implantations, représentent le scope 1 et 2. Et le scope 3, c'est une partie du scope 3, ce qu'on appelle le scope 3 amont. C'est l'impact des produits de construction et équipements au sens du label E+C-. Donc, c'est les émissions PCE. Vous voyez que 98% de notre empreinte carbone en 2019, c'est l'empreinte carbone de ce qu'on construit. Donc, on ne peut pas ne pas s'occuper de l'empreinte interne, mais si on s'occupe que de l'empreinte interne, le problème ne sera pas réglé. Donc, on s'est attelé à développer depuis quelques années des projets bas carbone et une offre bas carbone. Comment réduire l'impact carbone de nos projets? Le premier potentiel, alors ce n'est pas toujours celui qui saute aux yeux en premier, c'est l'optimisation des projets. Si on prend un bâtiment résidentiel collectif standard, simplement conforme à ce qu'on livre habituellement, on a 50% de l'empreinte carbone, c'est la part PCE, c'est-à-dire la partie construction, et 50% à peu près, c'est la partie exploitation, consommation d'énergie sur 50 ans, sachant que les consommations d'eau et les consommations de chantier sont en général représentent une part faible. Bah, si on prend le même projet et qu'on optimise le bâtiment pour que, en premier lieu, tous les coefficients, tous les ratios d'architecture soient les meilleurs possibles pour ne pas construire des surfaces inutiles. Donc, on ait optimisé les surfaces habitables, qu'on ait optimisé les surfaces de façade, qu'on ait optimisé les surfaces des communs, les surfaces de parking, tout. Bah, on arrive à passer d'une empreinte carbone qui est à 1,5 tonne kg équivalent CO2 par mètre carré SDP à 1160 kg de CO2 avec une construction qui ne représente plus que 45% et une exploitation qui représente 55%. J'ai encore rien changé à mes modes constructifs. J'ai juste fait que la structure porteuse, elle plombe depuis le dernier niveau jusqu'aux fondations. J'ai fait en sorte de construire juste ce qui est nécessaire et pas de surface inutile. Ça ne veut pas dire qu'on va juste faire des cubes sans âme, hein. On optimise. Alors, ce métier était déjà fait couramment chez FH Construction pour des raisons économiques, pour optimiser le coût des projets. L'avantage, c'est que les projets qui sont optimisés d'un point de vue structurel, ils sont en général aussi optimisés d'un point de vue thermique et ils sont aussi optimisés d'un point de vue carbone. Donc, les trois se rejoignent. Vous voyez qu'en traditionnel, avec du béton, de l'isolation par l'intérieur, de l'énergie gaz, bah, on est passé de 1,5 tonne à 1160 kg de CO2 par mètre carré. Après, c'est IO. On peut faire un pas supplémentaire. Hein. Je reprends le même bâtiment, un deuxième levier de réduction de l'empreinte carbone de l'acte de construire, bah, c'est le choix des énergies renouvelables. Si je reprends mon projet qui est déjà optimisé, hein, qui est malgré tout encore E1, C1 au sens du label E+C-, bah, si je le bascule vers une énergie renouvelable massive, bah, je peux aller jusqu'à faire du E3C2, toujours avec de la construction d'un point de vue traditionnel, des matériaux, pas des matériaux bas carbone, un béton standard. Par contre, j'ai fait une énergie largement renouvelable. Bon, j'ai pris le choix le plus favorable hein, pour montrer jusqu'où on peut aller avec une chaufferie bois, mais on pourrait avoir des résultats à peine moins bons avec du réseau de chaleur vertueux, c'est-à-dire à plus de 50% de NR, ou avec des pompes à chaleur collectives pour le CS et le chauffage. Donc là, on est passé de 1160 kg de CO2 par mètre carré à 830. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs axes pour améliorer. Et là, je n'ai pas encore fait des matériaux bas carbone. On peut encore améliorer le résultat si on recourt à des matériaux biosourcés, à des matériaux
bas carbone. Alors, je sais qu'on est identifié comme des spécialistes du béton, comme des gens qui veulent surtout faire du béton et ne jamais changer. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je dirais c'est même faux. C'est pas très connu, mais Eiffage Construction a parmi les plus belles références en construction en bois massif notamment. On a fait nos premières expériences, c'est en haut à gauche, c'est la résidence Jean Jouzel à La Rochelle, où on a fait une résidence pour étudiants de 120 chambres en préfa 3D CLT 6 faces. Ça veut dire qu'on a livré des chambres de 18 mètres carrés prêtes. Il n'y avait plus que les raccordements en gaine technique à faire, entièrement en bois massif contre-collé, ou CLT en bon anglais si vous préférez. Donc la construction a duré 7 mois, y compris fondation et VRD. Vous voyez, les chambres étaient préparées dans notre usine où on fait déjà des salles de bain et livrées sur chantier et installées c'est un bâtiment R+4. Entre-temps, on a aussi fait construit l'îlot Sensation à Strasbourg, donc un immeuble, si je ne me trompe pas à ce jour, ça va être l'immeuble le plus haut en CLT, puisqu'il contient des émergences R+7, R+9, R+11 en bois massif intégralement, y compris la cage ascenseur, y compris la cage escalier. C'est pour, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est pour Bouygues Immobilier. En dessous, on a la résidence de Quai de la Borde à Ris-Orangis, qui était à sa livraison l'immeuble en CLT le plus long, avec une façade de 140 mètres de long, donc 150 logements, si je ne me trompe pas, en bois massif. On est en train de construire la plus haute tour résidentielle à structure mixte. On est en béton, en bois métal béton, pour construire. Donc c'est en bas à gauche la tour Hyperion, vous en avez certainement entendu parler, notamment donc sur LinkedIn, hein. C'est un IGH 55 mètres, R+17, avec pour du logement, donc avec un noyau en béton et une structure mixte bois métal pour les planchers et les poteaux. On a aussi intégré un certain nombre de compétences en interne dans le domaine des modes de construction bas carbone. Depuis plus de 10 ans, on fait des salles de bain préfabriquées en usine à fond béton, donc rien à voir avec les salles de bain en plastique. Dans notre usine à côté du Mans, l'usine s'appelle, enfin le concept s'appelle HVA Concept, et on est en train de décliner le concept en bois. Donc on va faire des salles de bain biosourcées sur le même principe, hein. Une fois qu'elles sont installées, ce sont des salles de bain qui ont le même aspect que les salles de bain traditionnelles. Vous ne savez pas qu'elles ont été préfabriquées, mais avec la qualité de fabrication en usine. On a racheté l'année dernière une entreprise qui s'appelle B3 Ecodesign, qui fait du upcycling de conteneurs maritimes, c'est-à-dire à partir de conteneurs maritimes en fin de vie, on construit des logements, soit de la maison individuelle ou du logement collectif. Donc c'est vraiment le plus performant à ce jour, c'est ce qui est le plus performant en termes d'impact carbone, puisque l'impact carbone d'un conteneur en fin de vie est quasi nul. Et on a aussi racheté une entreprise spécialisée dans la charpente et dans les murs à ossature bois, Savard, avec 3 usines en Normandie et en Île-de-France. Donc on travaille aussi sur nos modes constructifs alternatifs, on ne fait pas que du béton. On est persuadé que c'est le bon matériau au bon endroit qui permettra d'améliorer l'impact carbone de nos constructions. Si on fait maintenant un zoom sur les menuiseries extérieures, on a fait un petit comparatif des fiches FDES sur les 4 typologies, hein, sur de l'alu, du PVC, du bois et du bois alu. Premier constat, hein, bien sûr, alors un petit peu de vocabulaire, MDEGD, hein, ce sont les fiches, les valeurs par défaut
valeur environnementale par défaut pour faire des études en bilan carbone. Fiches collectives, ce sont des fiches produites par des syndicats qui ne sont pas dédiées à un produit spécifique ou à une marque spécifique. Et lorsqu'on voit fiche individuelle, c'est la fiche d'un produit qui a été créé par un fabricant. Donc, premier constat, hein, pour les 4 matériaux, on voit que l'impact carbone des fiches MDEGD, hein, des valeurs par défaut, est très supérieur aux fiches collectives et aux fiches individuelles. Ça veut dire que ces MDEGD devraient quasiment être proscrites sur les projets, puisqu'on a à chaque fois les alternatives en fiches collectives, en principe, pour pouvoir faire des études carbone. Hein. Donc, on voit que les impacts sont très, très élevés, mais on va vite les écarter. On voit que, par exemple, sur le PVC, on divise par 2 l'impact entre la fiche MDEGD et la fiche collective. Sur le bois, on divise par 3. Sur le bois alu, c'est 2,5. Sur l'alu, c'est 2,5 aussi. Donc, sans rien faire, hein, si on passe sur l'alternative fiche collective. Après, en ce qui concerne l'impact carbone des autres fiches, la fiche collective de l'alu est effectivement la plus élevée par rapport aux 3 alternatives, mais pas beaucoup plus que le bois alu. Le bois est bien placé et le PVC est entre le bois et le bois alu. Par contre, on peut réduire l'impact carbone des fenêtres alu avec 2 variantes. Une variante en aluminium bas carbone, où on réduit de 20% l'impact carbone, et ce gain va à 30% lorsqu'on prend de l'alu recyclé. Je précise, ce n'est pas recyclé à partir des rebuts d'usine, mais recyclé à partir de produits lors de la déconstruction des immeubles. Hein. Donc c'est un vrai recyclage en fin de vie des fenêtres précédentes. Donc là, c'est la vision. C'est la vision des fiches, simplement. On va l'appliquer à un vrai projet. Donc là, on a pris un projet, hein, c'est le projet que je vous présentais tout à l'heure. Ah non, je sais pas très bien. Elle viendra vendredi à midi ou Il y a quelqu'un qui est en train de parler qui a un... Donc, j'ai repris un projet là, que je présente, un projet de 35 logements du T2 au T4 sur un niveau de sous-sol avec 35 places de parking, en béton isolé par l'intérieur avec des chaudières individuelles gaz. Au départ, ce projet, il est E2C1. Donc, on a appliqué sur ce projet les différentes variantes de menuiserie. Et on obtient, donc lorsqu'on regarde le bilan carbone PCE, donc produit de construction et équipement, on obtient ces évolutions-là. On voit que donc, le lot qui nous intéresse, c'est le lot 6, celui qui est en vert, là, le lot façade, menuiserie extérieure. Donc vous voyez qu'on retrouve l'impact ici des fiches M2GD, hein, avec des valeurs très importantes dès qu'on utilise des valeurs par défaut. Ce n'est pas une grande surprise. Hein. Par contre, les écarts d'un produit à l'autre sont plus faibles entre l'alu, le PVC, le bois et le bois alu. Ça va de 42 pour la fiche collective de l'alu à 33 si on prend la fiche individuelle en PVC, mais c'est un cas, comme on n'a pas les fiches individuelles pour les autres, on va moins en parler, mais ça va jusqu'à 35 pour le bois. Donc il y a un écart, mais à l'échelle du projet, c'est relativement faible, et surtout, là, on ne parle que de bilan carbone, du PCE. Là, on va regarder sur le bilan, donc on a des écarts de quelques kilos par mètre carré de SDP sur le bilan carbone PCE. Si on raisonne en bilan carbone total, c'est-à-dire l'ACV sur 50 ans avec les consommations d'énergie sur 50 ans, bah, les écarts deviennent plus faibles parce qu'on a non seulement l'impact carbone que l'on voit ici des matériaux, mais on a aussi l'impact sur le contributeur énergie.
voyez qu'ici, en fonction des performances des fenêtres, ici, la seule variable qu'on a fait, la seule variable entre l'alu, le PVC, le bois et le bois l'alu, hein, ça a été le ratio de clair de vitrage lié aux épaisseurs de montants. On sait que le PVC a des montants plus gros, donc des ratios de clair de vitrage à surface identique à des ratios de clair de vitrage moins bons, donc on a moins de récupération de lumière et d'énergie. Le bois alu et le bois est intermédiaire et l'alu est le plus performant de ce point de vue-là. Et donc, ce qu'on perd en bilan carbone PCE, on le regagne sur le contributeur énergie et on voit notamment l'apport intéressant de l'alu bas carbone, de l'alu recyclé. Cette étude, nous, on l'a faite parce que depuis des années, on entend de la part de certains spécialistes environnement, comme quoi l'impact kilo CO2 de l'alu est catastrophique et qu'il faut absolument éviter l'alu dans les projets, que le bois, comme c'est biosourcé, c'est la panacée. On se rend compte que la réalité est un peu plus nuancée parce qu'il y a différents effets, ça dépend de quoi on parle. C'est sûr que si on parle des valeurs par défaut de M2GD, on ne parle pas de l'impact réel des vrais produits que l'on retrouve sur nos chantiers. Donc c'est sûr, il ne faut pas comparer des fiches MDEGD et des fiches collectives ou des fiches individuelles. Nous, on a la même problématique sur le béton. Hein. On nous utilise souvent comme argument que le béton, c'est très mauvais, il faut absolument l'éviter. Ce que je disais avant, nous, on est persuadé qu'il faut le bon matériau au bon endroit. Effectivement, l'impact carbone du béton, à cause du ciment clinker, notamment le ciment Portland, il est très mauvais. Mais on sait déjà améliorer l'impact carbone du béton en travaillant sur des formulations alternatives, en travaillant sur des ciments alternatifs. Et puis, il est vrai qu'il a un certain nombre de défauts, mais il a quand même des qualités très intéressantes en termes d'inertie, en termes d'acoustique, en termes de résistance au feu. Et donc, il ne faut pas vouloir opposer le matériau structurel bois et le béton. Les deux sont complémentaires. Et pareil pour ici l'exemple des menuiseries, mais c'est valable pour d'autres lots. Il ne faut pas vouloir. Il n'y a pas une vérité unique sur un matériau. Il ne faut pas vouloir éradiquer à tout prix l'alu. L'alu a des intérêts techniques, des intérêts architecturaux dans un certain nombre de cas. Il ne s'applique pas partout, comme le PVC ou le bois alu ne s'applique pas partout. Voilà, je te repasse la main, Pascal. En tout cas, merci beaucoup Vianney pour cette présentation. Nous reviendrons à la fin pour les questions et les réponses. Marion est en train de reprendre le partage d'écran pour nous donner la suite. Dans cette présentation, Vianney, que tu nous as faite, tu as introduit des notions d'aluminium bas carbone et d'aluminium recyclé. Donc, je laisse la main à Marion Villard pour développer le sujet. Bonjour à tous. Merci Pascal. Merci Monsieur Fulard pour cette description détaillée sur non seulement le contexte et vos réponses. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche environnementale côté Tecnal, puisque comme l'a dit Monsieur Fulard, le contexte climatique, écologique, économique, sociétal pousse évidemment l'ensemble des acteurs du marché du bâtiment et au-delà, bien entendu, à prendre ce fameux virage de la démarche environnementale, on va le voir, l'éco-conception. Et donc, de même que le groupe Eiffage, Tecnal souhaite à la fois être précurseur, ça n'est pas une démarche qui date d'hier, au sein du groupe Hydro notamment, mais également démocratiser les solutions bas carbone. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'aluminium bas carbone,
je vais vous décrire notre démarche environnementale globale. Il y a d'une part cet aluminium, mais également une démarche plus globale avec la certification de nos sites de production, par la démarche et la certification ASI, et également au sein de la conception. Je parlais tout à l'heure d'éco-conception, concevoir des produits plus durables, plus recyclables, plus respectueux de l'environnement au travers des différents matériaux utilisés. C'est ce qu'on fait grâce à la démarche d'amélioration continue et la certification Cradle to Cradle sur les produits Tecnal. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le matériau, sur l'aluminium bas carbone. Donc tout d'abord, un petit focus sur le contexte mondial et l'empreinte carbone de l'aluminium. Donc l'aluminium primaire en Chine, on voit que, on va dire, c'est un petit peu les mauvais élèves. L'empreinte carbone est très élevée, puisqu'on est à 20 kg de CO2 par kilo d'aluminium. Au niveau de la moyenne mondiale, la Chine pesant assez lourd, finalement, on a une moyenne qui est quand même à 18 kg, là où ça devient un petit peu plus responsable, on va dire. En Europe, l'aluminium primaire, lui, va avoir une empreinte carbone à 6,7 kg. Et donc aujourd'hui, Tecnal se positionne avec un aluminium bas carbone Reduxa. Alors, comment on produit cet aluminium bas carbone? Mais en fait, c'est au travers du groupe Hydro qui produit l'aluminium grâce à l'énergie hydraulique. Donc, une énergie propre, recyclable à l'infini. Donc, ce sont des usines d'électrolyse qui affichent une efficacité accrue et une production d'électricité à partir d'énergie hydraulique. Donc, c'est ce qui nous permet, donc, sur la carte, on va dire, des empreintes carbone de l'aluminium, de nous positionner avec l'aluminium bas carbone Reduxa, avec une empreinte à 4.0. Alors, une des caractéristiques de l'aluminium, bien entendu, c'est d'être recyclable. Ce qui est intéressant chez Hydro, chez Tecnal, c'est que nous utilisons cet aluminium et nous le recyclons. Recyclable ne veut pas forcément dire recycler. Les déchets ont de la valeur, ont une identité. L'objectif chez Tecnal, donc, c'est de recycler des barres d'aluminium, de l'aluminium ayant déjà vécu en tant que menuiserie, donc de faire un cercle vertueux de l'aluminium et de la menuiserie en tant que tel. Donc, ces déchets post-consommation sont donc recyclés et le recyclage réduit évidemment de manière significative les émissions de CO2 et permet de réduire l'empreinte carbone de nos produits fabriqués à partir d'aluminium recyclé. Donc, le centre de tri des déchets, dont vous voyez l'image à l'écran, c'est le centre Hydro situé à Dormagen en Allemagne et qui est une des seules usines de recyclage qui recourt aux technologies de tri de déchets d'aluminium les plus modernes du monde, puisqu'il y a la transmission des rayons X et plusieurs autres technologies de tri qui permettent à l'usine de trier jusqu'à 36 000 tonnes de déchets d'aluminium par an. Ce centre de tri alimente ensuite des installations de recyclage européennes en déchets d'aluminium post-consommation, sont déchiquetés puis triés. Ces installations de recyclage sont à leur tour en mesure de produire donc les compositions d'alliage d'aluminium spécifiques à la construction, donc ce que nous utilisons pour les menuiseries. Donc c'est ainsi qu'une fois de plus, vous voyez, dans le contexte mondial, Tecnal va se positionner avec l'aluminium Circal 75R, donc produit avec une part de 75% d'aluminium recyclé post-consommation. Donc de l'aluminium issu de menuiseries ayant déjà vécu. Donc Tecnal aujourd'hui, c'est une offre en aluminium bas carbone complète, puisque depuis 2019, les façades géodes spinales, mais également le coulissant à frappe Tigal, la porte repliable ambiale sont fournies
d'office, on va dire, en standard en aluminium Circal 75R. À venir, puisque c'est vraiment une démarche, ce que je disais au départ de ma présentation, une démarche de démocratiser cette offre en aluminium bas carbone, l'offre va s'étoffer, puisque les frappes, mais également les portes, Soleal, Titane, le coulissant Luméal, tous ces produits vont être d'ici la fin de l'année, proposé en Circal 75R. Le reste de la gamme et des produits est toujours en aluminium bas carbone Reduxa 4.0. On parle du brise-soleil, Senéal, du garde-corps gypse, mais également du portail, de la véranda, des pergolas. Donc l'ensemble de l'offre et des produits que nous proposons aujourd'hui sont en aluminium bas carbone et évidemment avec un ensemble de documentation et de certifications que nous mettons à disposition pour justifier de ces aluminiums bas carbone. Donc, merci Marion pour ton intervention. Nous allons compléter avec l'intervention en quelques chiffres et quelques données de la part de Cédric Johan. Bonjour à tous. Donc moi j'ai 2 diapositives pour illustrer un peu tout ce que nous a dit Marion. Alors, c'est passé. Voilà. Ok, donc je fais une étude comparative en fait entre une menuiserie standard avec un aluminium type européen et je prendrai la même menuiserie ensuite et j'appliquerai un aluminium bas carbone recyclé Circal. Donc pour faire cette étude, je suis parti sur une menuiserie standard de Vento telle que décrite dans les fiches FDES. Qui reprend l'analyse de cycle de vie du produit. Donc, quand on parle d'analyse de cycle de vie, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Donc, production, utilisation, fin de vie et recyclage. Et la phase production est la phase qui est la plus énergivore, en fait, qui a le plus d'impact carbone. Donc, c'est celle que je vous ai mis à l'écran. Donc on se rend compte déjà d'une chose, c'est que l'aluminium est le premier contributeur en émissions de CO2. Donc il est responsable sur une menuiserie de ce type de 55% des émissions de CO2. Et ensuite le verre a un impact un peu plus faible, quoique ça va dépendre après de son épaisseur. Et en dernier, on a les autres, c'est-à-dire accessoires et joints. Donc cette menuiserie qui avait un impact de 160 kg, maintenant si je fais la même en Circal, on va voir que son impact, l'impact du verre et des autres composants reste inchangé. Par contre, sur la partie aluminium, quand on avait une émission de 89 kg pour cette menuiserie, on va réduire de 3 fois les émissions pour la partie aluminium avec l'aluminium Circal, donc on va arriver à 30 kg. Et donc au global, sur la menuiserie, là, dans ce cas-là, on passe de 160 kg à 100 kg, soit une réduction de 38%. Donc, en fonction des poids, en gros, quand on va utiliser un aluminium Circal, on va réduire de 30 à 40% l'impact carbone de la menuiserie. Donc ça, c'est le premier avantage du Circal. Déjà, en production, on réduit les émissions de CO2. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'on va avoir un produit qui est très recyclable. Et en fait, dans l'analyse de cycle de vie des produits, ça va être pris en compte avec ce qu'on appelle le module D, c'est-à-dire le potentiel de recyclage de la menuiserie. Donc, à la fin, c'est-à-dire quand on aura des EPD ou des FDES, on aura une sorte de bonus qui va réduire l'impact de cette menuiserie parce qu'elle est recyclable et qu'elle aura évité, en fait, des émissions de CO2 de produits non recyclables. Voilà, j'espère avoir été clair avec cet exemple. Je vais repasser la main à Pascal. Je vous remercie à tous. Vianney, encore un grand merci pour ta présentation. Marion, Cédric, c'était un plaisir de partager ce premier événement avec vous et je vous dis rendez-vous pour la prochaine édition la semaine prochaine. Prochain rendez-vous des rendez-vous 41-14 jeudi prochain. Merci à vous et je vous souhaite à tous une excellente journée.